On va démarrer au début. Voilà, donc suite à la demande de plusieurs d'entre vous, aujourd'hui on va parler de nutrition, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Bon, on peut pas parler de tout parce qu'il y a tellement à dire sur la nutrition. D'ailleurs, pourquoi je me suis intéressée à ça? En fait, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'alimentation du sportif de compétition et la prévention de la carie dentaire. Parce que en fonction du sport que l'on va faire, on va pas forcément s'alimenter de la même manière. Et donc, il y a certains sports qui sont à risque pour les dents, parce que tous les sports où on doit, par exemple, s'alimenter un peu en continu, eh bien, il y a des risques pour les dents, parce que c'est souvent en plus des choses sucrées que les sportifs vont reprendre. Donc voilà pourquoi ça fait très très longtemps que je m'intéresse à ça. Donc l'alimentation au quotidien, on va se poser la question aussi de savoir pourquoi on mange. À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste une mode? Est-ce que c'est... Alors dans les patients que je vois, j'en ai qui ne font qu'un seul repas par jour. J'en ai qui font 2 repas par jour. J'en ai qui font des stages de jeûne assez régulièrement, quelquefois sur 8 jours, etc. Donc j'ai un petit peu de tout dans mes patients. Alors d'abord, à quoi ça sert de manger? Eh bien, il faut imaginer que notre corps est un peu comme, disons que hop là, 2 personnes sont dans la salle d'attente. Voilà, je vais les faire entrer. Voilà. Tic. Voilà, on met ça. Donc, en fait, il faut imaginer que notre corps est un peu comme une usine, que chaque cellule va être une petite usine, et donc chaque cellule doit produire tous les jours des hormones, des neuromédiateurs, des enzymes, tout un tas de choses dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et comme dans une usine classique, pour produire quelque chose, eh bien, il faut d'abord apporter des matières premières qui sont, enfin, qui correspondent à ce qu'on va vouloir fabriquer. Et donc dans notre corps, c'est pareil. Donc si on n'apporte pas au bon moment les bons nutriments, eh bien le corps ne peut pas fabriquer les hormones ou les neuromédiateurs ou les enzymes dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc l'alimentation, elle nous sert premièrement à apporter de l'énergie à notre corps, parce que notre corps va récupérer de l'énergie à partir aussi bien des glucides, des lipides et des protéines. Et il a besoin de carburant en permanence pour le métabolisme de base, c'est-à-dire déjà pour le fonctionnement minimum de notre corps. Le cœur bat en permanence, votre système digestif travaille aussi pendant de longues heures, même après la fin d'un repas, etc. Vous avez besoin de vos muscles, vous avez besoin de votre appareil respiratoire, vous avez besoin de votre cerveau, et toutes ces cellules, un peu partout dans le corps, ont besoin d'énergie. Elles ont aussi besoin de nutriments, donc protéines, lipides, glucides, des vitamines, des minéraux. Et tout ça, ça va permettre de construire tout ce que le corps doit construire. Alors, les glucides, oui, les glucides vont en général permettre de fabriquer de l'énergie, mais s'il n'y en a pas suffisamment, eh bien on va utiliser les lipides, et puis en dernier, on utilisera les protéines. Donc, il faut essayer de les préserver, nos protéines, parce qu'on en a besoin quand même pour notre constitution, pour nos muscles, etc. Donc, chaque bouchée de ce qu'on va manger nous apporte des petites briques essentielles, des nutriments essentiels, des matières premières, disons, qui vont servir à nos cellules pour fabriquer ce qu'il leur faut. Mais maintenant, la nutrition, c'est aussi le plaisir. Donc, euh, on va manger des choses, bon, ça nous rappelle quelquefois des souvenirs d'enfance, ou ça peut nous rappeler un voyage qu'on a fait. Euh, c'est aussi, euh, je dirais, oui, le plaisir est important, le côté technique de l'alimentation est important. Et ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans l'introduction donc de ma thèse de doctorat sur l'alimentation du sportif de compétition, eh bien, je l'ai présenté au moment du départ de la route du Rhum en 86. Et là, il y avait Marc Pajot qui participait à la route du Rhum. Et lui, il avait fait tous les aliments qu'il a emmenés, c'était des choses lyophilisées, c'était sous vide, ça avait été fait par un nutritionniste, c'était de l'alimentation un peu industrielle, mais vraiment techniquement parfaite.
Tandis que Florence Artaud, qui participait aussi cette année-là, eh bien, elle avait amené des petits plats préparés par sa mère ou sa grand-mère, je ne sais plus. Donc vous voyez, il y a ce côté réconfortant aussi, au-delà du nombre de calories et au-delà de, de la composition du plat, il y a ce côté réconfortant qui nous rappelle des choses, parce que dans une transat en solitaire comme la route du Rhum, eh bien, on a besoin aussi d'avoir un mental au plus haut. Et notre mental, bah, c'est à la fois les neuromédiateurs qui vont être fabriqués au bon moment, mais c'est aussi bah, le plaisir qu'on prend à participer. Et puis les repas, c'est aussi un moment de partage. Ça contribue au lien social, que ce soit en famille ou avec les amis. Et donc, les personnes qui ont des régimes assez restrictifs, eh bien, c'est compliqué. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années aussi, où j'avais une amie qui était au régime, et donc elle suivait un régime très, très connu, et donc où elle ne voulait pas déroger à son régime, et donc du coup elle refusait les invitations à dîner. Donc un jour j'ai insisté quand même, et elle me dit non, 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 je ne peux pas, parce que tu vas forcément faire des choses qui ne vont pas avec mon régime. Et j'ai fini par lui dire, bah écoute, viens quand même et amène ton plat, quoi. Et donc elle était venue avec ses petites boîtes, et elle a mangé, pas comme nous. Donc vous voyez, ça distend un peu le lien social. Donc, ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est qu'à moins d'avoir un gros, gros problème de santé avec une allergie, par exemple, qui peut vous mettre en danger de mort, ne soyez pas trop restrictif, ne soyez pas trop strict avec votre manière de vous alimenter. Même si on vous donne des consignes, etc., on a toujours quand même le droit d'avoir des repas un peu joker ou bon, voilà, quand on est invité, si je vous dis le soir, il faut jamais manger de fromage, jamais de charcuterie, jamais de choses comme ça, et que vous êtes invité à une soirée raclette, bon, bah, ce sera un jour joker. Bon, vous vous apercevrez que peut-être vous digérez un petit peu moins bien que d'habitude, et vous ne serez pas tenté d'en faire tous les jours de la semaine après. Mais bon, voilà, c'est des petits détails, mais qui sont importants à rappeler aussi. Voilà. Alors, ça change tout seul quand je vais ouvrir la salle d'attente, voilà. Et donc en plus, nos émotions vont pouvoir jouer sur notre alimentation. Par exemple, quelqu'un qui est très stressé, ben, soit il va plus s'alimenter. Alors vous avez des gens qui sont très stressés, qui sont très très maigres, ils sont secs. Et puis il y en a d'autres, au contraire, le stress, ça les fait manger. Et en général, ils grignotent, et souvent des gâteaux, des aliments très sucrés. Donc ça peut les conduire vers un diabète de type 2. Et là encore, j'ai eu un exemple une fois d'une dame qui était vraiment en excès de poids. Et un jour, son mari est parti, il était chauffeur routier, elle avait quatre enfants, quatre fils. Et en fait, tout le monde enfin, elle était un peu considérée comme la bonne à la maison. Et dès qu'elle a fini par me dire un jour que quand son mari arrivait le vendredi soir, ça la stressait tellement que elle prenait un paquet de gâteaux dans le placard. Et dès qu'elle ouvrait un paquet de gâteaux, de toute façon, elle finissait. Donc elle passait son week-end à manger des gâteaux. Et quand il repartait, elle avait un petit peu plus de calme, disons, mais elle avait ses quatre fils qui se comportaient un petit peu comme le père, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et la pauvre dame, elle était un petit peu la bonne dans la famille. Et un jour, son mari est parti, et il l'a quittée, et je l'ai revue quelques mois après, et en fait, elle avait perdu 46 kilos, elle a fait aucun régime, donc là, je pense elle s'est retrouvée, ou alors elle a été stressée du départ, ou au contraire, elle a pu souffler, et donc, eh bien, sans faire aucun régime, sans faire quoi que ce soit, elle a perdu les 46 kilos qu'elle avait en trop. Donc, il y a des fois, on mange aussi sans faim réelle, parce que c'est l'heure du repas. Bon, bah, c'est comme ça, on n'a pas faim, mais on va quand même manger. Ou bien on va manger pour combler un vide émotionnel. Et dans ces cas-là, c'est plutôt du sucré aussi, la plupart du temps. Et donc, il faut pouvoir comprendre tout ça pour aller vers une alimentation plus saine. Et puis surtout, si on a des problèmes de poids, que ce soit en sous-poids ou en excès de poids, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi on a ces problèmes et pourquoi on n'arrive pas à récupérer un poids de forme. Alors, en fait, notre horloge biologique, vous savez que dans l'organisme, on a pas mal d'horloges biologiques, on suit le rythme de la lumière, hein, donc le jour et la nuit. Normalement, on doit travailler le jour, on doit dormir la nuit. Donc, pour toutes les personnes
qui travaillent de nuit, par exemple, que ce soit dans le milieu médical ou que ce soit dans des usines ou peu importe dans la police, l'armée, etc. Enfin, toutes les professions où on a des horaires décalés, eh bien, il faut savoir que un travail de nuit enlève à peu près 7 années d'espérance de vie. Donc, ça veut dire quand même qu'on est à contretemps par rapport à notre horloge biologique et ça n'est pas rien pour l'organisme. Donc, normalement, notre organisme, il va se caler sur la lumière du jour et donc nos horloges internes vont se mettre en route. Donc, le matin, notre corps se réveille, il doit fabriquer des hormones et entre autres l'hormone thyroïdienne et puis des neuromédiateurs. Et le matin, c'est la dopamine, c'est le neuromédiateur qui va vous donner envie de vous lever, envie d'aller travailler, etc. Au cours de la journée, ben, le métabolisme est actif, les capacités digestives vont être optimales. Et puis le soir et la nuit, donc le métabolisme ralentit, la digestion devient plus lente, le corps se répare pendant la nuit à condition qu'on dorme, et puis donc il va se reposer, mais aussi il va se régénérer. Et si on mange en décalage avec cette horloge biologique, eh bien, par exemple, si on mange trop tard le soir ou si on grignote pendant la nuit, ou si on ne mange pas les bons aliments au bon moment, eh bien, on va perturber ces cycles naturels, on va remettre encore un petit peu plus de bazar dans la chronobiologie de l'organisme, et on peut eh bien, finir par avoir des maladies chroniques qui sont liées à tous ces décalages. Ça peut jouer sur le sommeil, ça va jouer sur le poids, bien sûr, et puis ça va jouer aussi sur tout notre système endocrinien. Donc on peut avoir des problèmes hormonaux. Donc en général, on va vous redonner une hormone plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi tout ça est déréglé. Et en fait, quand il n'y a pas de lésion organique particulière, ben, le mieux, c'est d'aller et de rechercher la cause et puis de se dire pourquoi tout ça est décalé. Et donc, on peut recaler avec l'alimentation. Donc, la bouche, c'est la première étape de la digestion. On va mastiquer. Alors, il faut prendre le temps de mastiquer correctement, de bien imprégner les aliments avec la salive, puisque dans la salive, vous allez déjà trouver des enzymes qui vont commencer à décomposer les glucides et d'autres composés. C'est là que vont pouvoir se révéler les saveurs, donc les goûts, les odeurs. Vous savez que la bouche travaille beaucoup avec le nez aussi, l'olfaction et le goût sont deux sens qui sont assez proches et qui s'aident l'un l'autre. Et donc, ça va déjà permettre de sentir le goût des aliments, de commencer à les digérer, et ensuite on va les avaler. Alors, si il nous manque des dents, par exemple, ou si on a mal aux dents parce qu'on ne les a pas fait soigner, etc., eh bien, on ne va pas mastiquer très longtemps. Les aliments vont partir directement vers l'estomac, et c'est l'estomac qui va avoir tout le travail à faire, le travail qui aurait dû être commencé par les dents. Et en médecine ayurvédique, on dit qu'il faudrait mastiquer 37 fois un aliment avant de l'avaler, c'est-à-dire qu'on ne devrait manger que des choses liquides. Alors, ça ne veut pas dire manger de la soupe ou boire des jus de fruits ou de légumes. Ça veut dire manger des aliments qui sont devenus liquides à force d'avoir été mastiqués, 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 et on ne devrait pas avaler tout rond des morceaux. Donc dans l'estomac, normalement, il y a une production d'acide qui va permettre de décomposer les aliments et particulièrement les protéines. Donc quelqu'un qui a du mal à digérer de la viande, par exemple, eh bien, il faut se poser la question de savoir s'il y a assez d'acidité dans l'estomac. Et il est à noter d'ailleurs que la plupart des gens à qui on donne vous savez, des inhibiteurs de la pompe à protons, là, bon, tous ceux qui se plaignent de reflux ou de choses comme ça, eh bien 90% d'entre eux, en fait, ils n'ont pas assez d'acidité dans l'estomac. Alors comment savoir si c'est votre cas? Eh bien le matin à jeun, vous prenez un verre d'eau, vous allez mettre une cuillère à café de bicarbonate dessous dans le verre d'eau, vous mélangez bien et vous avalez ça. Et donc, l'eau bicarbonatée, c'est une eau qui a un pH basique. Elle va tomber dans votre estomac qui est censé être très acide. Donc, ça fait une réaction acide-base. Donc, il y a un dégagement gazeux qui doit se faire. Donc, en pratique, si vous ne rôtez pas dans les 2 minutes qui suivent la prise de cette eau bicarbonatée, ça veut dire que vous n'avez pas, votre estomac n'est pas assez acide et donc vous risquez d'avoir des petits ennuis pour bien digérer la viande.
Le foie et le pancréas, ils vont aussi participer à la digestion. Ils vont permettre, le pancréas, il va réguler le taux de sucre sanguin avec l'insuline. Et puis, il va y avoir une métabolisation des graisses aussi, grâce au foie et à la vésicule biliaire. Et puis, le foie aussi, c'est un organe qui participe beaucoup à la détox de l'organisme, donc c'est important qu'il soit en bonne santé. Et là encore, si vous mangez trop de sucre, eh bien, vous pouvez avoir un foie gras, ou même une cirrhose, ou vous savez, une stéatose hépatique, qu'avant on voyait surtout chez les alcooliques et qu'on voit maintenant avec les buveurs de soda. Et donc ça, c'est très grave parce que il n'existe pas de médicament pour rendre ses capacités au foie. La seule chose qui fonctionne, c'est d'avoir une hygiène de vie et une hygiène alimentaire correcte. L'intestin, lui, il sert à l'absorption des nutriments. C'est dans l'intestin grêle que le choix se fait entre ce qu'on va assimiler ou ce qu'on va envoyer dans le côlon pour que ce soit éliminé. Et puis, aussi bien dans l'intestin grêle que dans le côlon, il y a un microbiote qui doit être en équilibre aussi et qui nous permet de digérer certaines choses que notre corps n'est pas capable de digérer tout seul. Donc, grâce à nos bactéries intestinales, on peut digérer certains nutriments. Et donc tout ceci eh bien, nous indique l'importance du bon timing alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas manger à n'importe quelle heure. La qualité des aliments que nous consommons va être importante aussi. Si vous consommez que des fruits et légumes qui sont bourrés de pesticides, votre foie il va avoir beaucoup de travail à faire et il ne pourra peut-être pas éliminer forcément tous les produits indésirables que vous avez avalés. Et puis, il faut vous dire aussi que votre corps ne va pas traiter de la même façon, par exemple, une pomme qui est mangée le matin ou un gâteau industriel qui est avalé tard dans la nuit. Parce que la disponibilité du système digestif n'est pas la même. Et donc, du coup, plus on, plus on déséquilibre à tous les niveaux de notre organisme, et moins ça va aller. Aussi bien je parle du plan horaire que d'apporter des aliments qui contiennent beaucoup de produits chimiques indésirables. Alors les nutriments, donc il y a les glucides, donc c'est la source d'énergie principale et c'est une source d'énergie rapide pour le cerveau et les muscles. Donc on les trouve dans les céréales, dans les fruits, les légumineuses et puis toutes les sucreries. Alors les fruits, donc ils vont contenir du fructose. Donc attention parce que notre organisme n'est pas fait pour gérer trop de fructose. Quand le foie ne peut plus s'en occuper, il envoie le fructose dans les intestins pour qu'il soit éliminé. Mais à ce moment-là, le fructose va emmener avec lui aussi un acide aminé qu'on appelle le tryptophane et dont on a besoin pour fabriquer la sérotonine qui est le neuromédiateur du bien-être et qui doit se transformer ensuite en mélatonine pour nous permettre de bien dormir. Donc il y a énormément de gens qui mangent beaucoup de fruits. Par exemple, tous ceux qui sont en excès de cholestérol, on leur dit oh là là, pas de gras, surtout pas de gras, et ils se mettent à manger des fruits, des fruits, des fruits. Et en fait, c'est contre-productif parce qu'ils vont aussi acidifier un peu trop leur organisme. Et l'excès de cholestérol, en général, il n'est pas d'origine alimentaire, mais il est d'origine endogène, c'est-à-dire qu'il est produit par le foie, le mauvais cholestérol, le LDL, il est produit par le foie en réponse à une acidose des tissus du corps. Donc attention à ça. On peut manger des fruits, on peut manger tout, mais vraiment en quantité raisonnable. Donc on va privilégier les glucides complexes, les céréales complètes, les légumineuses. Pourquoi? Parce que ça va libérer de l'énergie progressivement. Il faut plus de temps pour les digérer. Donc on ne va pas avoir un pic de glycémie après avoir pris des céréales complètes ou des légumineuses, comme on l'aurait après avoir mangé des bonbons ou des choses qui contiennent des sucres raffinés, du sucre blanc, etc. Parce que ça va provoquer des pics d'insuline. Et en général, après un pic d'insuline, vous avez un déficit aussi qui fait que vous vous retrouvez en hypoglycémie et vous êtes tenté de remanger quelque chose de sucré pour améliorer les choses. Les protéines, donc, ce sont les matériaux de construction pour les muscles, les hormones, le système immunitaire. Il y a plusieurs sources. Il y a les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses aussi. Donc, dans les protéines, il faut savoir que la petite brique de base, c'est l'acide aminé. Alors, il y en a une vingtaine, dont 8 sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'on doit les apporter par l'alimentation parce que notre corps n'est pas capable de les fabriquer par lui-même.
Donc, si on a un régime végétarien, par exemple, eh bien, il va falloir beaucoup, beaucoup de certains aliments pour pouvoir apporter ces 8 acides aminés essentiels qu'on trouve surtout dans les produits animaux. Donc, quelqu'un qui a un régime vegan, là, il faut faire attention parce qu'il y a un risque de dénutrition, parce que si le corps n'a pas ce qu'il lui faut, eh bien, il va avoir tendance à casser du muscle pour récupérer les acides aminés dont il a besoin, un besoin plus urgent qu'un besoin musculaire pour faire fonctionner l'organisme. Voilà, donc c'est pour ça qu'en principe, l'homme est un omnivore, donc normalement, on doit manger de tout. Donc on va parler des différents régimes un petit peu tout à l'heure. Les lipides, c'est aussi une réserve d'énergie. Ce sont des composants des membranes cellulaires. Les membranes cellulaires, ce sont des phospholipides. Donc, en fait, ils sont importants aussi pour transporter les vitamines et pour toute la fluidité de la membrane cellulaire à travers laquelle ont lieu tout un tas d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc, si on n'a pas un apport de lipides suffisant, des bonnes graisses, c'est-à-dire on va éviter les graisses saturées, enfin pas à certaines heures du jour. Et donc, on va privilégier aussi des sources d'oméga 3 qui sont. Les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires et on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'oméga 6. Parce que les oméga 6 ont des propriétés pro-inflammatoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas abuser d'huile de tournesol, par exemple, qui est très riche en oméga 6, mais on va plutôt privilégier une huile comme l'huile de cameline, par exemple, qui est la plus riche en oméga 3. Ça peut être aussi de l'huile de colza ou de l'huile de noix ou de l'huile de lin. Et donc, il faut en ajouter. Alors, les oméga 3, c'est sensible à la chaleur. Donc, utilisez plutôt ces huiles-là pour assaisonner vos salades. Mais ne les chauffez pas, sinon vous perdez tout le bénéfice. Vous allez retrouver des oméga 3 aussi dans les poissons gras. Donc, consommez régulièrement des sardines. Alors, si vous prenez des sardines à l'huile, prenez plutôt à l'huile d'olive plutôt qu'à l'huile de tournesol, parce que sinon, vous n'allez pas avoir la bonne. Vous allez amener aussi des oméga 6 si c'est de l'huile de tournesol. L'huile d'olive est très riche en oméga 9, par contre, hein. Donc là, ça va. Et puis, manger des noix aussi. On va arriver bientôt dans la période des noix. Moi, j'adore les noix fraîches. Et alors, cette année, je vais peut-être un peu louper, parce que je vais être en Tunisie une bonne partie du mois d'octobre. Et bon, j'espère qu'elles vont arriver vers la mi-septembre. Comme il y a des choses qui sont un peu en avance cette année, j'espère que ça va être comme ça. Voilà. Donc, d'où l'intérêt aussi de profiter des saisons parce que les noix, si vous en mangez de manière, alors moi quand j'en mange vraiment des grosses quantités, et j'ai vu quelquefois en manger jusqu'à en avoir mal au foie. Donc là, je me suis dit, oups, j'ai peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, comme je les préfère fraîches, eh bien, la saison, elle dure 3 semaines, un mois à tout casser, et c'est tout. Après, elles sont sèches, donc j'en mange beaucoup moins. Et bon, c'est toujours la gourmandise hein, qui nous mène, mais bon. Et donc faites la même chose pour tous les fruits et légumes de saison. Les cerises, c'est très très bon aussi, mais ce sont des fruits qui sont très sucrés. La période des cerises, c'est pareil, c'est pas très très long non plus. Donc on peut se faire plaisir à en manger à l'époque où les cerises sont mûres. Après, on sait qu'on va pas en acheter au mois de décembre. Voilà, il faut essayer de respecter les saisons. Alors, les nutriments essentiels qui sont souvent négligés, enfin auxquels on pense moins, ce sont les fibres, par exemple, qui permettent de réguler le transit intestinal. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation, par exemple, et qui n'ont pas assez de fibres dans leur alimentation. Les fibres aussi, elles vont nourrir le microbiote. Parce que nos bactéries intestinales, elles ont besoin de ça pour être en bonne santé. Et c'est pas le tout de prendre, par exemple, des compléments avec comment ça s'appelle, des probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries que vous allez remettre dans votre intestin. Mais si le substrat sur place n'est pas bon, ben, ça restera pas. Donc, votre digestion ira mieux le temps où vous allez prendre les probiotiques. Mais si vous ne prenez pas avec des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres qui vont permettre à ces bactéries de s'installer et de rester là, eh bien, vous perdez un peu votre temps. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de fibres aussi, ça va permettre d'avoir une glycémie qui va être moins avec des pics, qui va être beaucoup plus régulière. Donc, les fibres, on les trouve dans les légumes, dans les fruits entiers,
d'où l'intérêt de ne pas vous nourrir uniquement de jus de fruits, dans les céréales complètes et dans les légumineuses. Les vitamines, elles sont des catalyseurs pour beaucoup de réactions biochimiques, entre autres les vitamines du groupe B, si elles sont manquantes par exemple, eh bien, comme elles interviennent comme catalyseurs dans le cycle de Krebs, dans la mitochondrie, pour fabriquer de l'énergie, eh bien, vous risquez d'être fatigué si vous manquez ces vitamines parce que le cycle de production de l'ATP, donc le cycle de Krebs, eh bien, il ne va pas fonctionner correctement. Elles sont indispensables aussi pour l'immunité et pour la santé de manière générale parce qu'elles interviennent dans beaucoup, beaucoup de réactions chimiques naturelles dans l'organisme. Les minéraux, il y a 4 minéraux qui, disons, essentiels qui sont le calcium, le magnésium, le phosphore et le silicium. Ça, ce sont nos minéraux de structure. C'est ceux que nous avons en quantité les plus importantes dans notre corps. Et puis autrement, il y a ce qu'on appelle les oligoéléments, donc le fer, le iode, le sélénium, le cuivre, le zinc, etc. Et tout ça, c'est très très important aussi pour que tout fonctionne correctement. Par exemple, pour l'hormone thyroïdienne, on a besoin d'iode, on a besoin de sélénium, on a besoin de tyrosine. Donc, si on n'apporte pas à l'organisme toutes ces petites briques pour que l'organisme puisse fabriquer de l'hormone thyroïdienne, ben, on aura des problèmes endocriniens. Hein. Et quelquefois, c'est pas la glande elle-même qui est en souffrance ou qui pose problème, c'est quelquefois un manque d'apport des choses de base pour fabriquer l'hormone thyroïdienne. Et puis n'oublions pas non plus l'eau, parce qu'elle est vraiment souvent oubliée de plus en plus maintenant, et elle est indispensable. Vous savez que notre corps est composé à 65% d'eau, donc il faut que ce soit renouvelé très régulièrement. Et la plupart du temps, quand on a, par exemple, une baisse d'énergie, un petit mal de tête qui commence, un défaut de concentration, bah, si vous commencez par boire un verre d'eau, bah, vous allez vous apercevoir que bah, ça va tout de suite mieux. Donc ça veut dire que c'était déjà un peu un signe de déshydratation de votre organisme. Et le problème maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'eau et qui boivent surtout des sodas. Et donc les sodas n'hydratent absolument pas l'organisme. Ils vont dérégler la glycémie, ils vont accentuer l'acidose métabolique. Donc c'est vraiment quelque chose à bannir si vous voulez aller bien. Donc les régimes à la mode, bon, il y a beaucoup de choses. Donc aucun régime n'est magique. En fait, il faut manger de tout parce que je vous disais, l'homme est omnivore. Hein, donc il faut manger de tout en quantité raisonnable. Il faut respecter les fruits et légumes de saison qui poussent dans la région où vous vivez. C'est le meilleur moyen pour avoir le moins de pesticides, parce qu'il y a quelquefois des gens qui me disent ah, j'ai pas les moyens de manger bio, ça coûte plus cher, etc. Ben déjà, si vous prenez des fruits et légumes locaux, ils auront forcément été moins traités s'ils sont de saison, parce qu'on n'a pas besoin de forcer la plante à pousser. Et puis dites-vous bien que même si vous ne pouvez pas vous offrir du bio, bah, vous apportez quand même des vitamines et des minéraux quand vous mangez des légumes. Donc ne négligez pas ça. Et puis restez raisonnable sur les quantités et ne mangez pas toujours la même chose. Variez vos plats. Donc on va parler un petit peu des différents régimes. Le régime cétogène, donc il est très pauvre en glucides, riche en lipides et puis en protéines. Et puis, donc, bon, c'est un régime assez à la mode, mais qui n'est pas forcément conseillé sur le long terme. Si on veut perdre du poids, bah, c'est sûr que quand on réduit les glucides, et puis on va perdre du poids beaucoup plus facilement. On va stabiliser la glycémie aussi quand on ne prend pas de glucides. Mais à long terme, bon, il y a des risques de carence puisque je vous dis de l'équilibre, c'est ce que le corps réclame. Le jeûne intermittent, alors ça peut être bien parce qu'on vit dans des pays où on a tendance à trop manger et on sait que diminuer un petit peu la nourriture, par exemple, c'est un des moyens pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Maintenant, le jeûne intermittent n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sautent le petit déjeuner. Moi, je suis pas très d'accord avec ça parce que le petit déjeuner, c'est vraiment le démarrage de la journée pour fabriquer de l'hormone thyroïdienne, pour fabriquer de la dopamine. Et souvent, les gens que je croise qui ne prennent pas de petit déjeuner, ils ont quand même une énergie qui n'est pas forcément au top.
quitte à sauter un repas, je trouve qu'il vaut mieux sauter le dîner. On peut très bien, on va bien dormir si on n'a pas justement dîné trop lourdement. Et puis on dort, bon, bah, qui dordine, hein, comme dit le proverbe. Et donc le lendemain matin, on a faim et là, on a envie de prendre un bon petit déjeuner. Donc voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être mon métabolisme aussi qui se prête plus à ça. Chacun peut faire son expérience, chacun peut voir. Mais en tout cas, ne vous alimentez pas par dogme. Hein. Ne vous dites pas, ah ben maintenant je vais faire ça. Si vous vous apercevez que vous avez moins d'énergie, que bah, il y a des signes qui apparaissent que vous n'aviez pas avant et qui vous embêtent, etc., bah, ne continuez pas à faire ce régime et revenez à changer d'alimentation. Le véganisme ou le végétarisme, alors là, quand on ne mange que des végétaux, alors les véganes, ils ne mangent aucun produit animal. Donc, ils vont pas manger non plus, et pas de lait, pas de fromage, pas d'œufs, pas de miel. Vous voyez, tout ce qui provient des animaux, ils ne mangent pas. Évidemment, pas de viande, pas de poisson. Mais ça va quand même assez loin. Et là, je trouve qu'on prend des risques, alors au niveau cardiovasculaire, au niveau, alors on dit qu'il y a un impact environnemental réduit, oui et non, hein. Et puis bah, si on ne s'y connaît pas, si on n'est pas spécialiste de la nutrition, eh bien on va aller vers des carences. Alors, la carence en vitamine B12, on la trouve déjà chez les végétariens. On va avoir des carences en fer, en zinc, en oméga 3, en protéines essentielles aussi. Et donc, ben, on risque d'avoir des pathologies qui vont se déclencher justement à cause de ces manques. Donc, si on choisit d'être végétarien, eh bien, il faut vraiment bien se documenter et se supplémenter correctement pour être et rester en bonne santé. Alors en plus, selon les groupes sanguins aussi, il y a des groupes sanguins qui sont plus enclins à être végétariens que d'autres. Quelqu'un qui est du groupe O, le groupe O, ce sont plutôt des carnivores. Donc une personne du groupe O qui devient végétarienne, en général, elle est très fatiguée. Ça, j'en ai déjà vu aussi en consultation. Et c'est des personnes qui avaient changé d'alimentation par dogme. Hein. Donc, on m'avait dit, oui, je viens de réaliser que si tout le monde mange de la viande, il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde sur Terre, etc. Donc, j'ai décidé de ne plus en manger du tout. Et j'ai dit à la personne, eh bien, c'est comme si vous aviez une voiture avec un moteur diesel, vous vous rendez compte que le diesel pollue, et vous vous dites, bah, à partir de demain, je vais à la pompe et je ne mettrai plus que du super dans ma voiture. Bah, elle va pas marcher longtemps parce que le moteur n'est pas fait pour. Eh bien, c'est pareil quand vous décidez de modifier votre régime alimentaire, alors que au départ, votre corps, il n'est pas conçu pour fonctionner comme ça. Donc, il y a des régimes sans gluten aussi. Alors, il y a des personnes qui doivent vraiment enlever le gluten de leur alimentation, tous ceux qui ont des maladies cœliaques, par exemple, ou qui ont des intolérances assez graves ou au gluten, eh bien, donc, ceux-là doivent enlever le gluten. Mais je vois aussi des personnes qui décident d'enlever des choses comme ça de leur alimentation. Alors, attention, parce que ça ne. Alors, c'est vrai que on a l'impression que la digestion est plus légère, mais il faut quand même en laisser dans l'alimentation parce que sinon, si vous faites trop d'éviction, eh bien, au bout d'un certain temps, votre corps il s'habitue à ce que vous ne mangiez plus ça, et si par malheur un jour vous reprenez ce truc-là, ben, il ne sait plus le digérer. Donc voilà, les évictions, à moins qu'on ait vraiment une intolérance, une allergie, une maladie particulière qui nécessite une éviction vraiment complète, moi je ne vous conseille pas ce genre de choses. Et puis, donc, ben, lisez les étiquettes. Alors, vous voyez, comme cette dame qui a une loupe, ben, souvent il faut une loupe même pour lire les étiquettes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites en tout petit. Donc, sachez que sur les étiquettes, les aliments sont classés par ordre décroissant de quantité. Donc, le premier aliment que vous voyez sur l'étiquette, c'est celui qui est en quantité la plus importante. Et vous regarderez, ben, souvent le sucre, il arrive dans les premières choses. Plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Quand il y a beaucoup d'ingrédients, bon, ça commence à être problématique. Attention aussi pour le sucre, parce qu'il y a plein de noms différents, il y en a plus de 50 noms différents pour désigner du sucre, aussi bien du sirop de glucose fructose, bon là vous allez vous douter un petit peu
Dextrose, déjà, vous savez pas trop. Maltodextrine, bah, vous savez pas que c'est du sucre, mais ça en est quand même. Il y a des concentrés de jus de fruits, il y a tout un tas de choses. C'est assez difficile de s'y retrouver. Donc, donc, faites attention à ça. Il y a des graisses transformées aussi. Les huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées, des huiles de palme raffinées. Donc, tout ça, ça peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé cardiovasculaire. Et puis, il y a tout ce qui est conservateur, colorant, émulsifiant, exhausteur de goût, etc., qui sont des additifs chimiques. Donc, certains ne posent pas de problème, mais il y a certains additifs qui sont très problématiques, voire même cancérigènes reconnus. Et, euh, et donc, on les retrouve quelquefois dans les produits, même pour les enfants, hein. Il y a beaucoup de colorants dans certains bonbons, par exemple, qui en fait sont des composés cancérogènes, donc à ne pas donner aux enfants. Et dans ces additifs, il peut y avoir aussi des produits qui vont entraîner un déficit de l'attention. Vous savez, c'est déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui est de plus en plus fréquent chez les enfants. Mais en fait, on en retrouve beaucoup dans l'alimentation, aussi bien dans les produits sucrés que dans les produits salés, hein, les colorants jaunes, entre autres, dans les chips, dans les bonbons, etc. Eh bien, c'est des choses qui peuvent donner ce genre de désagrément. Il y a le Nutri-Score aussi. Alors, il vient d'être modifié, le Nutri-Score, parce que, alors, c'est pas parfait hein, comme système, parce que souvent l'industrie agroalimentaire vient mettre son avis là-dedans, et donc, en fait, et ils influencent aussi de manière assez importante ceux qui font le Nutri-Score. Et donc là, ils l'ont modifié récemment. Alors, une modification qui apporte quand même qui est un peu satisfaisante, mais on voit bien que ils ont toléré avant des choses qu'ils n'auraient pas dû tolérer. Il y a entre autres tout ce qui est nanoparticules, ça je crois que ben, ça n'est pas, ça ne rentre pas dans le Nutri-Score. On est vraiment sur la composition uniquement des aliments. Alors attention aussi à toutes les allégations trompeuses, parce qu'on peut voir riche en fibres, mais il y a aussi ben, peut-être riche en sucre, et puis ils ne vous le marquent pas. Donc si vous n'allez pas voir le détail de l'étiquette, vous ne savez pas. Sans sucre ajouté, ça peut aussi être parce qu'ils ont mis des édulcorants artificiels. Donc, ceux-là sont aussi nocifs pour la santé, je ne vous les recommande pas du tout. Et puis, quand on vous dit c'est un produit naturel, ben, ça ne veut rien dire, hein, c'est pas réglementé. Donc, dans les produits naturels, même les produits qu'on trouve naturellement dans la nature, il y a des produits qui sont parfaitement sains, il y en a d'autres qui sont des poisons violents. Donc, ça ne veut rien dire. Et donc, faites attention à tout ce qui est marketing. Faites attention aussi, c'est pas parce que vous faites vos courses dans un magasin bio que tout ce que vous achetez est favorable à la santé. Parce que, bon, j'étais aux États-Unis cet été, j'ai fait beaucoup de courses dans les magasins bio. C'est incroyable le nombre de produits ultra transformés qu'on peut trouver aussi dans les magasins bio. Alors, quelquefois, des produits qui sont pas forcément d'origine du pays, on en retrouve un peu partout dans le monde, mais alors, on trouve des choses avec des compositions qui paraissent être correctes, mais on voit bien que la manière dont le produit est présenté, et puis si on regarde la liste des ingrédients, il y a quand même un peu trop de choses dans la liste pour que ce soit vraiment honnête, même si le produit est étiqueté bio. Et donc, rappelez-vous toujours cette règle simple, c'est que les meilleurs aliments n'ont généralement pas besoin d'étiquettes nutritionnelles complexes, parce que les meilleurs aliments, ça va être des produits bruts, des produits qui n'ont pas été transformés. Donc, quand vous allez à la boucherie, par exemple, ou à la poissonnerie, bah, vous voyez votre viande ou votre poisson, il est là, il n'a pas été transformé. Les œufs, pareil. Alors, les œufs, faites attention, regardez bien de quelle origine ils sont, si ce sont des poules élevées en plein air, si ce sont des poules qui sont en batterie, je pense qu'il y en a moins maintenant, mais il y en a encore. Donc, faites attention à tout ça. Quand on veut aller dans les détails, c'est vraiment très complexe. Et puis, on va essayer de faire ses courses intelligemment aussi. Donc, on va essayer de planifier les repas et on va faire une liste de courses qui va être basée sur les menus qu'on a prévus. Donc, ça évite d'acheter tout un tas de choses et de fonctionner au coup de cœur. De même, il vaut mieux faire ses courses le ventre plein parce que sinon, bah, si on a faim, on va être tenté d'acheter tout un tas de trucs.
Si on achète trop de choses, bon, ça dépend combien il y a de personnes dans le foyer. Si vous avez des enfants qui sont en pleine adolescence et qui mangent comme quatre, eh bien, tout sera peut-être mangé. Mais si vous vivez seul et que vous avez un appétit normal, mais que vous avez fait vos courses quand vous avez faim, ben, il y a de grandes chances que vous soyez obligé de jeter certains produits parce que la date de péremption aura été dépassée, vous n'avez pas encore eu le temps de les manger, ou parce que ben, vos légumes se seront abîmés avant que vous ayez pu les manger. Regardez bien quand vous faites vos courses aussi, parce que dans les supermarchés, rien n'est fait au hasard, hein, donc les produits les moins transformés, il faut quelquefois les chercher un petit peu parce qu'on va essayer de vous mettre sous la main les produits peut-être qui ont la meilleure marge pour le supermarché. Regardez même dans les conserves, par exemple, eh bien, vous avez des rayonnages qui peuvent être assez hauts et c'est pas toujours ceux qui sont à portée de main qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Donc faites attention à ça. Donc, parce qu'en fait, tout est étudié au niveau du marketing pour que vous ayez le moins possible d'efforts à faire et pour que on regarde comment votre cerveau fonctionne et par quoi il est attiré, etc. Donc il faut déjouer ces pièges. Variez aussi vos sources d'approvisionnement. N'allez pas toujours que au supermarché. Si vous pouvez trouver des marchés locaux, si vous pouvez aller prendre vos produits directement à la ferme, par exemple, avec des circuits les plus courts possibles, eh bien, vous allez avoir des produits frais, de saison, qui sont enfin, cultivés avec moins de pesticides aussi, et puis parce que vous connaissez les gens et parce que vous les voyez toutes les semaines, par exemple, pour aller faire vos courses, de toute façon, ces gens-là n'ont aucun intérêt à vous vendre de la nourriture frelatée parce que vous allez savoir revenir leur dire, eh bien écoutez, j'achète plus vos produits pour telle et telle raison, etc. Quand ça vient de l'autre bout du monde, ils vous envoient n'importe quoi, de toute façon, ils vous connaissent pas, ils vous verront jamais, et, et souvent, bah, les marchés sont négociés à l'avance, donc de toute façon, ils vont pas forcément perdre des clients en faisant des produits pas top. Donc, vous pouvez aussi avoir des choses chez vous, dans le congélateur, pour avoir des aliments de base, dans vos placards aussi, quelques conserves, hein. Alors, ne mangez pas que des conserves non plus. Et puis au réfrigérateur aussi. Bon, je ne vais pas tout détailler. Je préfère vous faire une fiche récapitulative si vous voulez, que vous pourrez me demander. Et puis, et puis voilà, donc l'alimentation, après, ça n'est pas forcément plus coûteux de manger sainement. Parce que vous allez vous rendre compte que les plats préparés, ça coûte cher. Et puis, bah, souvent, vous n'avez qu'une portion, hein. Quand vous faites la cuisine vous-même, ben, souvent, pour le même prix, vous allez pouvoir fabriquer plusieurs repas. Donc, vous pouvez faire aussi, préparer vos repas à l'avance, surtout si vous mangez sur votre lieu de travail, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle le batch cooking. Ça permet de fabriquer, par exemple, le dimanche. On se met une bonne fois au fourneau et on fabrique tous les repas de la semaine. Donc, attention aux méthodes de conservation aussi, parce que tout ne se conserve pas de la même manière. Et puis, donc, vous faites des recettes de base dans lesquelles vous n'aurez que des produits frais à remettre au dernier moment. Ça vous permet de gagner du temps aussi et de ne pas être obligé de manger des sandwichs tous les jours, faute de temps. Voilà, donc voilà, misez plutôt sur la qualité des ingrédients plutôt que sur la complexité des recettes. On n'est pas obligé d'être un grand chef et de faire des choses très compliquées. Euh, Vous pouvez aussi préparer des bases avec des légumes de saison. Par exemple, si vous avez beaucoup de tomates, mais que vous avez planté des tomates dans le jardin, vous en avez beaucoup, ben, vous pouvez faire de la sauce tomate que vous allez mettre au congélateur et que vous pourrez ressortir pour faire des bolognaises en plein hiver, par exemple, que vous saurez que ce sont vos tomates du jardin, et puis bah, vous les aurez pas laissées pourrir, puisque vous pouvez pas forcément toutes les manger à ce moment-là. Vous pouvez préparer d'avance tout un tas de choses, des mélanges d'épices, des vinaigrettes maison. Alors pour les vinaigrettes, moi j'aime pas trop faire des mélanges d'huile pour bien me dire bah voilà, aujourd'hui je consomme ou à ce moment-là je consomme les oméga 3 pour une autre vinaigrette ou pour une préparation particulière, bien je vais utiliser telle ou telle huile d'olive parce qu'elles ont des goûts différents aussi. Euh, vous pouvez aussi ben, vous documenter sur les recettes de cuisine et puis innover un petit peu chaque semaine, c'est très intéressant à faire. Et puis vous pouvez vous créer un petit modèle de repas équilibré
avec une demi-assiette de légumes, une demi-part de protéines, une demi-part de féculents et de céréales complètes, et puis plus une matière grasse de qualité pour aller avec, donc en fonction des huiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en résumé, eh bien, une alimentation équilibrée et variée, ben, il faut tenir compte des besoins nutritionnels qu'on a. Si on fait beaucoup d'activités physiques, on ne mangera pas la même chose que si on a un travail sédentaire. On va faire attention à la fréquence et aux horaires des repas. On va donner la priorité à tout ce qui est non transformé. Hein, on va éviter les plats préparés industriellement qui sont riches en additifs et puis en tout un tas de produits. Et puis souvent, il y a du sucre, du sel, etc., qui sont pas bons pour la santé. On va aussi écouter nos signaux corporels. Est-ce qu'on a vraiment faim? Quand est-ce qu'on est arrivé à satiété? Là encore, plus vous mangez vite, plus vous mangez des grosses quantités. Si vous mangez lentement, bah, vous allez vous apercevoir que bah, vous allez manger moins sans avoir à vous priver. Et puis, ben, vous pouvez aussi manger des choses qui vous plaisent, même si de temps en temps, ben, vous sortez un petit peu du cadre euh, de votre régime sain, ben, vous avez le droit aussi. Et puis, vous pouvez aussi trouver différentes ressources sur Internet, sur les sites de l'ANSES, du Programme national nutrition santé, sur les programmes de l'INSERM. J'aime bien aussi nutrition.fr pour, par exemple, chercher les sources alimentaires de magnésium, par exemple. Quand vous savez que vous en manquez, ben, vous pouvez aller regarder sur Internet quels sont les, les aliments qui contiennent le plus de magnésium. Comme ça vous permet d'en mettre plus dans votre ration alimentaire et puis des aliments que vous aimez. Hein. Ne mangez pas des trucs que vous n'aimez pas. Même si de temps en temps c'est bon d'innover un peu, mais il ne faut pas vous forcer à manger des choses que vous n'aimez pas du tout, parce que c'est pas, et quelquefois, quand on n'aime pas, c'est que ça ne nous convient pas forcément non plus. Donc, il y a pas mal d'applications pratiques qui existent aussi à avoir sur son téléphone maintenant. On n'est pas obligé d'avoir tout ça, mais bon, on peut aussi regarder tout ça. Il y a des ateliers de cuisine aussi qui sont proposés assez régulièrement un petit peu partout. Mais vous avez aussi des tutos sur YouTube hein, que vous pouvez faire tout à fait gratuitement. Et puis, prenez aussi l'habitude de manger dans le calme. Cuisinez davantage à la maison, faites vos courses avec votre liste qui est préétablie, comme ça vous perdez moins de temps à faire le tour du magasin, vous allez droit sur ce qu'il vous faut et vous vous laissez moins piéger par le marketing également. Et rappelez-vous qu'Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. C'est-à-dire qu'avant de commencer à prendre des médicaments, commençons par regarder ce que nous mettons dans notre assiette, parce que ça c'est hyper important pour être et rester en bonne santé. Donc, je vous remercie de votre attention.